Juin 451, quelque part dans les plaines de Champagne. Le sol tremble sous les sabots de centaines de milliers de chevaux. Deux armées gigantesques se font face, prêtes à s'entre-déchirer. D'un côté, Attila, le roi des Huns, celui qu'on appelle le fléau de Dieu. De l'autre, Aetius, le dernier grand général romain, accompagné d'une coalition improbable de peuples qui se détestent. Cette journée va devenir l'une des plus sanglantes de l'histoire antique, avec jusqu'à 300 000 morts selon certaines sources. C'est le moment où l'Occident tout entier a failli basculer sous la domination des cavaliers des steppes. Attila n'est pas né conquérant. Vers 395, il voit le jour dans les plaines du Danube, au cœur d'un monde nomade où la survie dépend de la rapidité et de la violence. Les Huns sont arrivés d'Asie centrale un siècle plus tôt, chassant devant eux tous les peuples qu'ils rencontrent. Ces guerriers aux traits mongoloïdes maîtrisent un art de la guerre révolutionnaire. Ils montent à cheval avant de savoir marcher, maniant l'arc composite avec une précision mortelle à 100 mètres et se déplacent si vite qu'aucune armée conventionnelle ne peut les rattraper. Les Romains les décrivent avec horreur. L'historien Ammien Marcellin écrit qu'ils sont si affreusement laids et difformes qu'on les prendrait pour des animaux à deux pattes. Mais derrière cette propagande raciste se cache une réalité terrifiante. Les Huns sont les guerriers les plus redoutables que l'Europe ait jamais connus. Leur tactique de harcèlement épuise les armées conventionnelles. Ils attaquent, se replient, reviennent, disparaissent. On ne peut ni les fixer au combat, ni les poursuivre. En 434, Attila et son frère Bléda héritent du trône hun après la mort de leur oncle Ruga. Pendant 11 ans, les deux frères co-règnent, étendant leur domination sur les peuples germaniques d'Europe centrale. Mais en 445, Bléda meurt subitement. Les sources romaines murmurent qu'Attila l'a assassiné. Personne ne demande d'enquête. Attila devient le maître absolu d'un empire qui s'étend des steppes russes jusqu'au Danube. Sa méthode est simple et efficace. La terreur. Quand une ville refuse de se rendre, il la rase complètement. Quand un peuple résiste, il massacre jusqu'au dernier. Cette réputation d'invincibilité et de cruauté sans limite devient son arme la plus puissante. Les villes se rendent souvent sans combattre, simplement parce qu'elles ont entendu parler d'Attila. Pendant des années, il pille l'Empire romain d'Orient. En 441 et 447, il lance deux grandes offensives dans les Balkans. Il détruit Nessus, l'actuelle niche en Serbie, et massacre toute sa population. Il assiège Constantinople, mais ne parvient pas à prendre la ville. Qu'importe, l'empereur accepte de payer un tribut annuel colossal, 700 livres d'or par an. C'est une fortune qui permet à Attila de maintenir son armée et de récompenser ses guerriers. Mais en 450, tout change. Un nouvel empereur monte sur le trône à Constantinople. Marcien est un ancien soldat, pas un bureaucrate effrayé. Sa première décision: plus aucun tribut ne sera versé aux Huns. Attila comprend que l'Orient ne sera plus une source de revenus facile. Il tourne son regard vers l'Occident, bien plus faible et divisé. L'Empire romain d'Occident est au bord de l'effondrement. Rome elle-même a été mise à sac en 410 par les Wisigoths d'Alaric. L'Afrique du Nord, grenier à blé de l'Empire, est tombée aux mains des Vandales en 429. La Gaule n'est plus qu'un patchwork de royaumes barbares semi-indépendants. Les Wisigoths contrôlent l'Aquitaine depuis Toulouse. Les Burgondes occupent la Savoie. Les Francs s'installent dans le nord. L'empereur Valentinien III règne depuis Ravenne, mais son pouvoir réel ne s'étend guère au-delà de l'Italie. Et puis arrive l'incident qui va tout déclencher. Honoria est la sœur de l'empereur Valentinien III. Femme ambitieuse et volontaire, elle a été écartée du pouvoir par son frère, qui la considère comme une menace. En 450, Valentinien décide de la marier à un obscur sénateur romain pour la neutraliser définitivement. Honoria est furieuse. Elle refuse ce mariage qu'elle considère comme une humiliation. Dans un geste désespéré ou calculé, elle commet un acte qui va changer l'histoire. Elle envoie un message secret à Attila, accompagné de sa bague de fiançailles. Elle lui demande son aide pour échapper à ce mariage forcé. Attila reçoit le message et la bague. Il n'hésite pas une seconde sur l'interprétation à donner. Il prétend que la bague constitue une demande en mariage officielle et répond qu'il accepte. Mais il y met une condition:
Il veut la moitié de l'Empire romain d'Occident comme dot. Quand Valentinien apprend ce qui s'est passé, il est horrifié. Il envoie immédiatement des ambassadeurs à Attila pour lui expliquer qu'il y a eu un malentendu, qu'il n'y a pas de fiançailles, pas de mariage, et certainement pas de dot impériale. Attila refuse catégoriquement ces explications. Il maintient que le mariage est légitime, qu'Honoria lui a été promise et qu'il viendra réclamer son épouse et sa dot par la force si nécessaire. En réalité, Attila se moque probablement d'Honoria. Il a déjà de nombreuses épouses. Ce qu'il veut, c'est un prétexte légal pour envahir l'Occident. L'affaire Honoria lui offre cette justification sur un plateau d'argent. Il peut maintenant prétendre qu'il ne vient pas en conquérant, mais en beau-frère de l'empereur, réclamant ce qui lui revient de droit. Au printemps 451, Attila lance la plus grande mobilisation militaire que l'Europe ait jamais vue. Il rassemble non seulement ses Huns, mais aussi tous les peuples soumis à son empire. Les Ostrogoths de Valamir, Tudimir et Vidimir fournissent des dizaines de milliers de guerriers. Les Gépides, ses cousins germaniques des Goths, envoient leurs contingents menés par le roi Ardaric. Les Hérouls, les Ruges, les Skyres, les Suèves, les Alamans, les Thuringiens, même certains Francs ripuaires rejoignent l'armée d'Attila. Les effectifs exacts sont impossibles à établir avec certitude. L'historien Jordanès, écrivant un siècle plus tard, parle de 500 000 hommes, un chiffre manifestement exagéré. Les historiens modernes, en se basant sur les capacités logistiques de l'époque, estiment l'armée d'Attila entre 150 000 et 200 000 combattants. C'est déjà colossal. Pour comparaison, la plus grande armée que Rome ait jamais alignée sous l'Empire comptait environ 450 000 hommes, mais répartis sur tous les fronts de la Méditerranée à la Bretagne. Attila concentre presque autant d'hommes sur un seul théâtre d'opération. Cette armée n'a pas que des cavaliers légers Hun. Les contingents germaniques apportent de l'infanterie lourde, des guerriers protégés par des cottes de mailles et armés de grandes épées. Les Ostrogoths fournissent leur propre cavalerie lourde. C'est une force composite, hétérogène, mais terriblement nombreuse et motivée par l'appât du butin. En avril 451, cette marée humaine franchit le Rhin à hauteur de Mayence. Les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre dans toute la Gaule. Attila arrive. Les populations terrorisées fuient devant l'invasion. Les réfugiés racontent des histoires horrifiantes sur ce qui attend ceux qui résistent. Le 7 avril, Attila arrive devant Metz. La ville, située sur la Moselle, est un verrou stratégique important. Les habitants, galvanisés par leur évêque, refusent de se rendre. Ils croient que leurs murailles les protégeront. C'est une erreur tragique. Attila ordonne l'assaut. Ses guerriers utilisent des échelles, des béliers, des machines de siège. Les défenses de Metz, construites pour résister à des raids, ne peuvent tenir face à une armée de cette taille. Quand les murailles cèdent, l'enfer se déchaîne. Les Huns et leurs alliés se répandent dans la ville. Ce qui suit n'est pas une bataille, c'est un massacre. Hommes, femmes, enfants, vieillards, personne n'est épargné. Les guerriers tuent, violents, pillent, les maisons brûlent, les rues ruissellent de sang. Selon les chroniques médiévales, la population entière de Metz est exterminée. La ville brûle pendant plusieurs jours. Seul un petit oratoire, dédié à Saint-Étienne, échappe miraculeusement aux flammes, ce qui sera interprété comme un miracle par les chroniqueurs chrétiens. Le message est clair. Voilà ce qui attend ceux qui résistent. Attila ne fait pas de prisonniers. Il ne négocie pas de rançon. Il détruit. L'armée unique continue sa progression. Elle prend Reims sans grande résistance. Elle approche ensuite de Paris, alors appelée Lutèce. La ville n'est qu'une bourgade sur une île de la Seine, entourée de marécages. Elle n'a aucune importance stratégique majeure. Mais ses habitants sont terrifiés. Beaucoup veulent fuir. C'est alors qu'intervient une jeune femme nommée Geneviève. À environ 28 ans, elle s'est déjà fait une réputation de sainteté à Paris. Elle persuade les habitants de ne pas fuir. Elle leur dit de jeûner et de prier pendant 3 jours. Dieu les protégera. Miraculeusement, ou plus prosaïquement, Attila décide de contourner Paris. La ville n'offre pas assez d'intérêt. Elle est isolée dans ses marécages, difficile à prendre, et ne mène nulle part. Attila a un objectif bien plus important au sud, Orléans. La ville sur la Loire marque la frontière septentrionale du royaume wisigoth. Soult,
Si Attila prend Orléans, il peut traverser la Loire et fondre directement sur Toulouse, la capitale du roi wisigoth Théodoric Ier. Il pourra détruire le royaume wisigoth avant que les autres peuples de Gaule ne réagissent. C'est une stratégie logique, diviser pour régner, éliminer les ennemis un par un avant qu'ils ne s'unissent. Attila a même préparé le terrain diplomatiquement. Sanjiban, le roi des Alains, contrôle Orléans et sa région. Les Alains sont un peuple nomade iranien, apparenté aux Sarmates, établi dans la vallée de la Loire depuis quelques décennies. Sanjiban est dans une position délicate. Coincé entre les Romains, les Wisigoths et maintenant les Huns, il doit choisir son camp. Attila lui a fait des promesses alléchantes. Sanjiban accepte secrètement de livrer Orléans aux Huns. Mais les Romains ont des espions efficaces. Ils découvrent le complot. Des troupes romaines occupent Orléans de force. Sanjiban se retrouve prisonnier dans sa propre ville, obligé de respecter l'alliance avec Rome, sous peine d'être exécuté pour trahison. Fin mai 451, Attila arrive devant Orléans. Il s'attend à ce que les portes s'ouvrent. À la place, il trouve une ville fortifiée et défendue. La colère d'Attila est terrible. Il ordonne un siège en règle. Les Huns construisent des tours de siège, des béliers, des catapultes. Ils lancent assaut après assaut contre les murailles. Les défenseurs, menés par l'évêque Aignan, résistent désespérément. L'évêque transforme l'église de la ville en forteresse et organise la défense avec une détermination farouche. Les habitants savent ce qui les attend s'ils tombent. Ils ont entendu parler du sort de Metz. Le siège dure 2 semaines. Chaque jour, les assauts se multiplient. Les tours d'Orléans commencent à s'effondrer. Les défenseurs épuisés comprennent qu'ils ne pourront pas tenir beaucoup plus longtemps. L'évêque Aignan monte sur les remparts et scrute l'horizon vers le sud. Il attend des secours. Viendront-ils à temps? Le 14 juin au matin, les Huns lancent un assaut massif. Cette fois, les défenses cèdent. Les guerriers Huns pénètrent dans Orléans. Ils commencent à rassembler la population pour la déporter comme esclave. Les chariots sont remplis de butin. Attila savoure sa victoire. Et puis, soudain, des cris montent des remparts. Les guetteurs voient quelque chose qui les glace d'effroi. À l'horizon sud, une armée immense approche. Des milliers d'étendards flottent au vent. La poussière soulevée par les chevaux obscurcit le soleil. Aetius est arrivé. Flavius Aetius n'est pas un Romain pur sang. Il est né vers 304-15 à Durostorum, sur le Danube, dans l'actuelle Bulgarie. Son père, Gaudentus, est un officier militaire d'origine scythe au service de Rome. Sa mère est une aristocrate italienne. Aetius incarne parfaitement ce qu'est devenu l'Empire romain au 5e siècle, un mélange de cultures où les distinctions ethniques anciennes n'ont plus de sens. Son éducation est celle d'un otage diplomatique. Entre 405 et 408, le jeune Aetius est envoyé comme otage à la cour d'Alaric Ier, le roi wisigoth, qui mettra Rome à sac en 410. Aetius y apprend la langue gothique, les coutumes germaniques, l'art de la guerre wisigoth. Entre 409 et 412, il est transféré comme otage chez Ruga, le roi des Huns. C'est là qu'il rencontre Attila, alors adolescent comme lui. Les deux garçons deviennent amis. Cette amitié de jeunesse sera cruciale pour l'avenir. Aetius apprend tout des Huns, comment ils montent à cheval, comment ils manient l'arc, comment ils pensent tactiquement. Il comprend leurs forces et leurs faiblesses. Il apprend que les Huns sont imbattables dans les espaces ouverts où leur cavalerie légère peut manœuvrer, mais qu'ils sont vulnérables face à une infanterie lourde bien disciplinée. Il découvre que leur force principale n'est pas leur nombre, mais la terreur qu'ils inspirent. Psychologiquement, les Huns gagnent leur bataille avant même de les livrer. De retour à Ravenne, Aetius entame une brillante carrière militaire et politique. En 426, il devient préfet du prétoire des Gaules, ce qui fait de lui le commandant militaire suprême de la région. Sa méthode de gouvernement est machiavélique. Il utilise les barbares pour combattre d'autres barbares. Quand les Francs-Saliens deviennent menaçants, il recrute des Huns pour les écraser. Quand les Burgondes deviennent trop puissants, il fait alliance avec les Wisigoths contre eux. Il maintient un équilibre précaire entre tous ces royaumes barbares, s'assurant qu'aucun ne devienne assez fort pour défier Rome. Sa rivalité avec le général Boniface
favori de la régente Galla Placidia, mère de l'empereur Valentinien III, dégénère en guerre civile. En 432, les deux armées s'affrontent près de Rimini. Aetius l'emporte, mais Boniface le blesse mortellement avant de mourir. Aetius doit fuir temporairement en exil, mais il revient avec une armée de mercenaires infournis par ses anciens amis. À partir de 433, il devient le véritable maître de l'Empire d'Occident. L'empereur Valentinien III n'est qu'une marionnette. Galla Placidia, sa mère, garde une certaine influence, mais c'est Aetius qui prend toutes les décisions importantes. En 435, il reçoit le titre de patrice, le plus élevé de l'Empire, après l'empereur. En 443, il devient maître des deux milices, commandant suprême de toutes les forces armées. On l'appelle le dernier des Romains, non parce qu'il est le dernier citoyen de Rome, mais parce qu'il incarne les dernières vertus de l'ancienne République, le courage, l'intelligence stratégique, le sens du sacrifice pour l'État. Pendant 20 ans, Aetius maintient l'Empire à bout de bras. Il bat les Frances, contient les Wisigoths, repousse les Burgondes, mate les révoltes des paysans gaulois appelés Bagaudes. Il signe des traités, monte des alliances, joue les factions les unes contre les autres. Grâce à lui, l'Empire d'Occident survit alors qu'il devrait déjà être mort. Quand les nouvelles arrivent qu'Attila a franchi le Rhin et marche sur la Gaule, Aetius comprend immédiatement la gravité de la situation. Cette fois, il ne peut pas utiliser les Huns pour combattre d'autres barbares. Cette fois, ce sont les Huns eux-mêmes qui attaquent. Et l'armée d'Attila est bien plus massive que tout ce qu'Aetius a affronté jusqu'alors. Aetius sait qu'il n'a presque pas de légion romaine traditionnelle. Ces formations disciplinées qui ont conquis la Méditerranée n'existent plus. Son armée est composée de fédérés barbares, de miliciens gallo-romains, de vétérans dispersés. Pour battre Attila, il doit faire l'impossible, convaincre des peuples qui se détestent de combattre ensemble. Il envoie des messagers dans toute la Gaule. Aux Francs-Saliens de Mérové, établis dans le nord, il rappelle leur traité de fédération signé en 428. Ils doivent combattre pour Rome ou perdre leur statut légal. Aux Burgondes installés en Savoie, il promet des terres supplémentaires et de l'or. Aux Alains de la Loire, dont la loyauté est douteuse, il offre le pardon pour la trahison de Sangibane s'ils se battent fidèlement. Mais le vrai problème, ce sont les Wisigoths. Théodoric Ier règne depuis Toulouse sur le plus puissant royaume barbare de Gaule. Son royaume s'étend de la Loire aux Pyrénées, de l'Atlantique au Rhône. Ses guerriers sont réputés féroces, ses cavaliers redoutables. Mais pourquoi aiderait-il Rome? Les Wisigoths ont combattu les Romains pendant des décennies. Ils ont mis Rome à sac en 410. Théodoric se souvient que les Romains ont massacré son père et des milliers de Wisigoths lors de batailles passées. Aetius comprend qu'il ne peut pas convaincre Théodoric par des appels à loyauté envers Rome. Il faut un autre argument. Il envoie son meilleur diplomate, un aristocrate gallo-romain nommé Avitus, qui a des relations personnelles avec Théodoric. Avitus se rend à Toulouse. La rencontre est tendue. Théodoric, un homme dans la soixantaine endurci par des décennies de guerre, reçoit Avitus avec méfiance. Ses conseillers murmurent qu'il ne faut pas aider Rome, que c'est le moment de laisser les Huns détruire les Romains. Avitus déploie alors tout son art de la persuasion. « Roi Théodoric, je ne viens pas te demander d'aider Rome par amitié ou par loyauté. Je sais que Rome et les Wisigoths ont été ennemis. Mais aujourd'hui, nous avons un ennemi commun bien plus dangereux. Attila ne distingue pas entre Romains et Wisigoths. Pour lui, nous sommes tous des proies. Si tu laisses Attila détruire Rome, crois-tu qu'il s'arrêtera là? Il viendra ensuite pour toi. Aujourd'hui, nous sommes assez forts ensemble pour l'arrêter. Demain, séparés, nous tomberons l'un après l'autre. Ce n'est pas un choix entre aider Rome ou pas. C'est un choix entre survivre ou disparaître. Théodoric écoute en silence. Il sait qu'Avitus a raison. L'argument n'est pas moral, il est pragmatique. Les Huns représentent une menace existentielle pour tous les peuples d'Occident. Le vieux roi prend sa décision. Les Wisigoths marcheront aux côtés des Romains, mais pas par amitié, par nécessité. En quelques semaines, Aetius rassemble une coalition hétéroclite. Les effectifs exacts sont difficiles à établir,
mais les historiens estiment l'armée de la coalition entre 150 000 et 180 000 hommes. Ce sont des Romains, Wisigoths, Francs saliens, Burgondes, Alains, Saxons, Sarmates, Armoricains, même quelques Bretons venus de l'île de Bretagne. Chaque peuple parle sa propre langue, adore ses propres dieux, a ses propres traditions militaires. Les unifier est un cauchemar logistique et politique. Mais Aetius n'a pas le choix. Début juin, cette armée composite se met en marche vers Orléans. Il progresse rapidement, couvrant près de 200 kilomètres en quelques jours. Le 14 juin 451, ils arrivent en vue d'Orléans, au moment précis où les Huns pénètrent dans la ville. Les premiers contingents de la coalition chargent immédiatement. Des combats éclatent dans les rues d'Orléans. Les Huns, pris par surprise et encombrés par leurs chariots de butin, se replient en désordre. Attila comprend qu'il risque d'être encerclé dans la ville. Il ordonne une retraite générale. L'armée unique évacue Orléans et se retire vers le nord, en direction du Rhin et de sa base en Pannonie. Mais cette retraite est un calvaire. Les chariots, chargés du butin accumulé pendant des semaines de pillage, ralentissent considérablement la progression. Attila ne peut pas les abandonner. Ce butin est ce qui motive ses guerriers et maintient la cohésion de son armée composite. Aetius le poursuit sans relâche. Les deux armées progressent parallèlement pendant plusieurs jours, se livrant des escarmouches constantes. Les Huns tentent de gagner du temps, harcelant l'arrière-garde de la coalition, mais ils ne peuvent pas distancer leurs poursuivants. Après environ une semaine de cette poursuite épuisante, Attila réalise qu'il ne peut plus fuir. Ses hommes sont fatigués, les chevaux épuisés, les chariots toujours aussi encombrants. Il doit se battre. Il choisit son terrain, une vaste plaine de Champagne appelée Campus Mauriacus, les champs de Mauriac, situés à environ 7 km à l'ouest de Troie. C'est un bon terrain pour la cavalerie, avec des espaces ouverts qui permettront à ses archers montés de manœuvrer. Aetius arrive en vue du camp le 19 juin au soir. Il établit son propre camp à quelques kilomètres. Entre les deux armées se dresse une colline qui domine la plaine. Les deux généraux comprennent instantanément son importance stratégique. Qui contrôlera cette hauteur contrôlera le champ de bataille. La course pour la colline décidera peut-être de l'issue de la guerre. Le 19 juin au soir, deux des plus grandes armées jamais assemblées en Europe campent face à face. Entre elles, quelques kilomètres de plaine et une colline. Dans les deux camps, les guerriers préparent leurs armes, aiguisent leurs épées, vérifient leurs armures. Beaucoup savent qu'ils ne verront pas le coucher du soleil du lendemain. Dans le camp 1, Attila consulte ses devins. Les Huns pratiquent une forme de chamanisme importé des steppes d'Asie. Les devins sacrifient des animaux et lisent l'avenir dans leurs entrailles. C'est une pratique que les Romains trouvent barbare, mais à laquelle les Huns croient profondément. Les devins examinent les entrailles, murmurent entre eux, puis annoncent leur verdict à Attila. Les augures ne promettent pas la victoire. Pire, ils prédisent qu'un grand chef mourra dans la bataille de demain. Mais, ajoute-t-il, ce chef sera dans le camp ennemi. Attila sourit. Il interprète immédiatement la prophétie comme concernant Aetius. Si son ancien ami meurt, les Romains perdront leur meilleur général. La coalition se disloquera. Les barbares retourneront à leurs querelles internes. Attila pourra revenir plus tard et conquérir la Gaule morceau par morceau. Fort de cette prophétie, Attila décide d'accepter la bataille. Mais il prend une précaution tactique. Il ordonne à ses généraux de ne pas engager le combat avant la fin de l'après-midi. Si les choses tournent mal, la nuit qui viendra rapidement pourra couvrir la retraite. C'est une stratégie prudente pour quelqu'un qui vient d'avoir des présages défavorables. Attila parcourt son camp. Partout, des feux brûlent. Autour de ces feux, des guerriers de dizaines de peuples différents. Des Huns au visage mongoloïde, des Ostrogoths blonds aux longues chevelures, des Gépides massifs, des Héroules, des Suèves, des Alamans. Certains parlent des langues turciques, d'autres des dialectes germaniques. Ils partagent peu de choses en commun, sinon leur soumission à Attila et leur appétit pour le butin. Dans le camp de la coalition, l'atmosphère est tout aussi tendue, mais pour d'autres raisons. Aetius doit gérer une alliance fragile entre peuples qui se sont combattus récemment. Les Wisigoths détestent les Romains. Les Francs regardent les Burgondes avec méfiance. Les Alains
suspectés de trahison, sont surveillés constamment. Seule la menace commune des Huns maintient cette coalition précaire ensemble. Aetius étudie le terrain à la lumière des torches. Il identifie la colline comme la clé de la bataille. Il donne des ordres à Thorismond, le fils aîné de Théodoric. Dès l'aube, les Wisigoths devront s'emparer de cette hauteur à tout prix. Thorismond, guerrier dans la trentaine impatient de prouver sa valeur, accepte avec enthousiasme. Théodoric Ier, le vieux roi wisigoth, passe la nuit à préparer son peuple. À 60 ans, il a vécu plus de batailles qu'il ne peut en compter. Il sait que demain sera peut-être sa dernière. Mais il n'a pas peur. Pour un guerrier germanique, mourir au combat est la plus honorable des morts. Ceux qui meurent ainsi vont au Walhalla, le paradis des guerriers. Aetius dispose ses troupes stratégiquement. Il place les Wisigoths de Théodoric sur son aile droite, position d'honneur pour ses alliés les plus puissants. Au centre, il met les Alains de Sangiban. C'est un choix calculé. Les Alains, dont la loyauté est douteuse, se trouvent pris entre les Wisigoths à droite et les Romains à gauche. S'ils tentent de fuir ou de trahir, ils seront immédiatement écrasés par leurs alliés. C'est une prison invisible, mais efficace. Sur l'aile gauche, Aetius place ses propres troupes. Les unités romaines restantes, les miliciens gallo-romains, les Francs-Saliens de Mérovée, quelques Saxons. C'est l'aile la plus faible, mais Aetius compte sur la colline pour compenser cette faiblesse. Pendant ce temps, avant même la bataille principale, un événement violent se produit dans la nuit. Un contingent de France de l'armée d'Aetius, probablement en mission de reconnaissance, tombe sur un groupe de Gépides de l'armée d'Attila. Les deux groupes s'affrontent avec une sauvagerie inouïe. Personne ne donne ou ne demande quartier. C'est un combat à mort. Les sources parlent de 15 000 morts dans cette escarmouche nocturne. Le chiffre est probablement exagéré, mais il montre la violence du combat. Quand l'aube se lève, les survivants des deux camps rejoignent leurs armées respectives. Ils sont couverts de sang, épuisés, mais ils ont vu ce qui les attend tous. Aujourd'hui, il n'y aura pas de pitié. Le 20 juin 451. L'aube se lève sur les plaines de Champagne. Un soleil de juin commence à chauffer la terre. Dans quelques heures, cette chaleur deviendra insupportable pour des hommes en armure. Mais pour l'instant, l'air est encore frais. La course pour la colline commence dès les premières lueurs de l'aube. Thorismond, à la tête de l'avant-garde wisigoth, lance ses cavaliers au galop vers la hauteur. Presque simultanément, Attila envoie ses meilleurs cavaliers huns pour s'emparer du même objectif. Les deux groupes se percutent à mi-pente. Le choc est brutal. Les Huns tirent des volées de flèches tout en galopant, une technique qu'eux seuls maîtrisent parfaitement. Les flèches sifflent, transperçant les boucliers, trouvent les failles des armures. Des Wisigoths tombent de leurs chevaux, mais les survivants continuent à grimper. Les Wisigoths sont plus lourdement armés que les Huns. Leur cotte de mailles les protège des flèches. Leurs longues épées sont mortelles au corps à corps. Quand les deux groupes entrent en mêlée, l'avantage bascule vers les Wisigoths. Thorismond se bat au premier rang, frappant, tranchant, criant des ordres. Ses guerriers le suivent, poussant les Huns vers le bas de la pente. Aetius arrive avec des renforts, des unités romaines et des Franques. Ensemble, ils submergent les Huns. Après un combat acharné, le sommet de la colline est pris. Les Wisigoths et les Romains plantent leurs étendards au sommet. C'est la première victoire de la journée, et elle est cruciale. Depuis cette position dominante, Aetius peut observer tout le champ de bataille. Il voit l'immense armée d'Attila déployée en face de lui. Au centre, les Huns, proprement dit, l'élite des guerriers d'Attila, leurs arcs composites prêts. Sur l'aile gauche unique, face aux Wisigoths, les Ostrogoths de Valamir. Sur l'aile droite, face aux Romains, les autres peuples alliés, Gépides, Héroules, Alamans, Suèves. Attila voit que la colline est perdue. Il doit maintenant attaquer en montant vers des positions défensives. Ce n'est pas idéal, mais il n'a plus le choix. Conformément à sa décision de la veille, il attend. Les heures passent. Le soleil monte dans le ciel. La chaleur devient accablante. Les guerriers des deux camps transpirent dans leurs armures, attendant le signal. Vers 3 heures de l'après-midi, Attila décide que le moment est venu. Il a attendu assez longtemps pour que, si les choses tournent mal, la nuit arrive avant que la défaite ne devienne totale. Il parcourt une dernière fois ses lignes, s'arrêtant devant chaque groupe de guerriers pour les haranguer. Son discours, transmis par Jordanès, mélange la menace et l'encouragement.
Vous êtes les maîtres des steppes, vous avez fait trembler Constantinople. Rome paie tribut à votre nom. Ses ennemis en face de vous ne sont qu'un ramassis de peuples désunis. Regardez-les, ils ne parlent même pas la même langue. Des Romains décadents qui recrutent des barbares pour se battre à leur place, des Germains qui ont trahi leurs frères. Ce sont des lâches qui s'associaient par peur. Montrez-leur ce que signifie affronter les Huns, que pas un seul ne survive pour raconter cette journée. Les guerriers frappent leurs boucliers avec leurs épées. Le vacarme est assourdissant, terrifiant. Attila lève le bras, le silence retombe, puis il abaisse son bras. La bataille commence. La cavalerie unique se lance au galop. Des milliers de cavaliers déferlent sur la plaine en vagues successives. C'est le spectacle le plus terrifiant que la plupart des soldats de la coalition aient jamais vu. Le sol tremble sous les sabots. La poussière soulevée obscurcit le soleil. Les cris de guerre des Huns glacent le sang, puis viennent les flèches. Les archers huns tirent en galopant, une technique que seuls eux maîtrisent vraiment. Ils se tournent sur leur selle, tirent en arrière tout en fuyant, se retournent, tirent en avant en chargeant. C'est une danse mortelle parfaitement chorégraphiée. Les flèches retombent en pluie meurtrière sur les lignes de la coalition. Des hommes s'effondrent, transpercés. Les cris des blessés se mêlent aux hennissements des chevaux, mais les lignes de la coalition tiennent. Les boucliers se lèvent, formant un mur. Les fantassins se serrent les uns contre les autres, chaque homme protégeant son voisin. Au centre, les Alains subissent le choc principal de la cavalerie unique. C'est un affrontement entre deux traditions de cavalerie nomade. Les Alains, peuple iranien des steppes, connaissent eux aussi l'art du combat monté. Leur cavalerie lourde, protégée par des armures d'écailles, charge à la rencontre des Huns. Le choc est titanesque. Les deux masses de cavalerie s'entremêlent. C'est un chaos de chevaux qui se cabrent, d'hommes qui frappent, de lames qui s'entrechoquent. Le bruit est assourdissant. Les Alains se battent avec une férocité désespérée. Ils savent que personne ne leur pardonnera s'ils faiblissent. La trahison de Sangiban plane sur eux comme une épée de Damoclès. Ils doivent prouver leur loyauté dans le sang. Les lignes alènes plient mais ne rompent pas. Les cavaliers huns tournent, harcèlent, tirent leurs flèches, mais ils ne peuvent pas percer. L'infanterie romaine et franque soutient les Alains, empêchant tout effondrement complet. Sur l'aile droite de la coalition, les Wisigoths affrontent leurs cousins ostrogoths. C'est une tragédie germanique qui se joue. Les deux peuples parlent des langues si proches qu'ils peuvent se comprendre. Ils partagent les mêmes légendes, adorent les mêmes dieux. Mais les Ostrogoths sont soumis aux Huns, tandis que les Wisigoths sont libres. Cette différence justifie une haine fratricide. Théodoric Ier chevauche au premier rang. Le vieux roi, malgré ses 60 ans, manie l'épée avec une force et une habileté qui impressionnent même ses ennemis. Il crie des encouragements à ses guerriers, les guide, les inspire. Les Wisigoths poussent en avant, repoussant progressivement les Ostrogoths. Puis, dans le chaos de la mêlée, cela arrive. Une lance jaillit de la masse confuse des combattants. Elle frappe Théodoric en plein cœur. Le roi s'effondre de son cheval. Avant que quiconque puisse le secourir, les chevaux affolés le piétinant. Théodoric Ier, roi des Wisigoths, vainqueur d'innombrables batailles, meurt écrasé dans la poussière et le sang d'un champ de bataille de Champagne. La prophétie des devins d'Attila se réalise, mais pas comme Attila l'espérait. C'est le chef de ses ennemis qui meurt, mais pas Aetius. Le problème, c'est que les Wisigoths ne réalisent pas immédiatement que leur roi est tombé. Le tumulte de la bataille est tel que la mort de Théodoric passe inaperçue. Les guerriers Wisigoths continuent à se battre avec la même ardeur, ignorant qu'ils sont déjà orphelins. Ils enfoncent les lignes ostrogoths, les repoussent inexorablement. Les Ostrogoths commencent à céder. Leur aile gauche se replie vers le centre du dispositif Hun. Attila voit que son flanc gauche s'effondre. Les Wisigoths vont déborder toute son armée et l'encercler. Il doit agir vite. Il prend une décision tactique qui sauvera son armée de l'anéantissement total. Il ordonne à ses guerriers de former un cercle défensif avec les chariots. C'est une vieille tactique des peuples nomades des steppes, un wagon fort mobile. Les Huns disposent rapidement leurs véhicules en cercle, créant un rempart de bois et de cuir. Derrière ce rempart, les archers huns peuvent tirer en relative sécurité. Attila, voyant que la bataille pourrait être perdue,
fait empiler du bois au centre du cercle de chariots. Il donne des ordres clairs. Si les ennemis perçant le périmètre, il mettra le feu au bûcher et se jettera dans les flammes. Plutôt brûler vif que tomber vivant aux mains de ses ennemis. C'est une attitude typique des chefs nomades. La mort honorable plutôt que la capture humiliante. Mais alors qu'Aetius s'apprête à ordonner l'assaut final contre le camp retranché d'Attila, quelque chose change. Le soleil commence à descendre vers l'horizon. Les ombres s'allongent. La lumière devient rasante, rendant difficile de distinguer amis d'ennemis. Puis vient le crépuscule et enfin l'obscurité. Dans la nuit, la bataille se désintègre en chaos. Les formations se brisent, les unités se perdent, les hommes ne savent plus où ils sont. Les généraux perdent le contrôle de leurs troupes. Ce qui était une bataille rangée devient une série d'escarmouches confuses dans l'obscurité. Torismond, qui a quitté la colline pour poursuivre les Ostrogoths, se perd dans la nuit. Il erre dans la plaine avec un petit groupe de guerriers, cherchant désespérément son camp. Par une erreur tragique, il se retrouve près des chariots 1. Des sentinelles uniques le repèrent. Elles lancent l'alerte. Torismond est attaqué de tous côtés. Il se bat comme un lion, son épée tournoyant dans l'obscurité. Il parvient à repousser ses attaquants et à s'échapper, mais il est blessé. Épuisé et perdant du sang, il erre encore longtemps avant de retrouver finalement les lignes wisigothes. Aetius lui-même vit une mésaventure similaire. Séparé de son escorte dans la confusion de la nuit, il se retrouve seul, ou presque. Pire, il est du mauvais côté des lignes. Il se retrouve au milieu de fuyards de l'armée unique qui se replie en désordre. Aetius, qui parle plusieurs langues, dont la langue des Huns, parvient à se faire passer pour un guerrier allié dans l'obscurité. Ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'il parvient à rejoindre le camp romain. Il y trouve une armée désorganisée, épuisée, mais victorieuse. Car, malgré le chaos de la fin de la bataille, le résultat est clair. Les Huns ont perdu. Ils sont retranchés dans leur camp fortifié, encerclés. Attila prépare son bûcher funéraire. La coalition contrôle le champ de bataille. Le 21 juin 451, l'aube révèle un champ de bataille jonché de cadavres. Les sources anciennes parlent de 300 000 morts selon Idas, ou 250, 2000 selon Jordanès. Les historiens modernes estiment plutôt entre 80 000 et 150 000 morts, ce qui reste l'un des engagements les plus meurtriers de l'Antiquité. Les Wisigoths cherchent leur roi parmi les monceaux de cadavres. Quand ils retrouvent Théodoric, écrasé et méconnaissable, ils poussent des cris de douleur. Ils organisent ses funérailles au milieu du champ de bataille, construisent un bûcher et proclament Torismond nouveau roi. Celui-ci jure immédiatement de venger son père en anéantissant les Huns. Mais Aetius l'en dissuade. Le camp Hun reste puissamment défendu et un assaut coûterait des milliers de vies. Aetius a aussi des calculs plus subtils. Si les Huns sont totalement anéantis, les Wisigoths deviendront trop puissants et n'auront plus besoin de l'alliance romaine. Il suggère à Torismond de rentrer à Toulouse pour sécuriser son trône face à ses frères. Torismond accepte. La coalition se disloque. Chaque peuple rentre chez soi. Attila, soulagé, lève le camp le 22 juin et regagne la Pannonie. L'aura d'invincibilité des Huns s'est brisée. La bataille change l'équilibre européen. Pour la première fois, les Huns ont été battus. Aetius rentre triomphateur à Ravenne, mais Valentinien III le regarde avec méfiance croissante. Attila, humilié mais pas vaincu, lance en 452 une nouvelle offensive contre l'Italie. Il rase Aquilée et prend Milan, mais une épidémie ravage son armée. Le pape Léon Ier négocie avec lui. Attila accepte un tribut et se retire, menaçant de revenir si Honoria ne lui est pas livrée. En mars 453, Attila meurt mystérieusement durant ses noces avec Ildico. La version officielle parle d'une hémorragie nasale l'ayant étouffé, mais l'assassinat est possible. Avec sa mort, l'Empire s'effondre. Ses fils se disputent le pouvoir. En 454, les Gépides et Ostrogoths écrasent les fils d'Attila à la bataille de la Nédao. Les Huns disparaissent de l'histoire européenne. Aetius ne profite pas longtemps de sa victoire. Le 21 septembre 454, Valentinien III, rongé par la jalousie, le poignarde dans son palais. Un Romain lui dit
De la main gauche, vous venez de vous couper la main droite. 6 mois plus tard, 2 officiers de la garde d'Aetius vengent leur chef en massacrant Valentinien. L'Empire romain d'Occident entre en phase terminale. Des généraux barbares comme Ricimer et Gondebaud contrôlent les empereurs fantoches. En 466, Odoacre dépose Romulus Augustule. L'Empire cesse d'exister. La bataille marque un tournant majeur. Elle stoppe la dernière grande invasion nomade pendant 8 siècles. Les royaumes barbares se renforcent. Les Wisigoths contrôlent l'Aquitaine et conquièrent l'Espagne. Les Francs de Mérovée fondent ce qui deviendra la France. Les Burgondes créent le royaume de Bourgogne. Tous ont appris qu'ils peuvent vaincre une menace commune en s'unissant. Pour Rome, c'est une victoire creuse. Elle a dû s'appuyer entièrement sur les barbares. Rome ne gouverne plus, elle négocie et manœuvre. L'assassinat d'Aetius élimine le dernier homme capable de maintenir l'illusion romaine. 15 siècles plus tard, personne ne sait où s'est déroulée exactement la bataille. Napoléon III ordonne des fouilles entre 1861 et 1865, sans résultat. Le mystère ajoute à la légende. Au fil des siècles, la bataille devient un mythe instrumentalisé, bataille apocalyptique pour les chrétiens médiévaux, résistance germanique pour les nationalistes allemands, victoire turcique pour les panturcs. La bataille enseigne plusieurs leçons. Les empires les plus puissants peuvent s'effondrer rapidement. La coopération face à une menace commune peut surmonter des siècles de haine. La force militaire ne suffit pas sans stratégie et diplomatie. L'ambition personnelle peut détruire ce qu'elle veut protéger. L'histoire est faite de contingences, pas de lois immuables. Aujourd'hui, les plaines de Champagne sont paisibles. Aucun monument ne marque le lieu où 100 000 hommes sont peut-être morts. Mais les conséquences subsistent, les nations européennes nées de cette bataille, la tradition d'unité face au danger. La bataille n'a pas sauvé Rome, mais elle a permis la naissance d'un nouveau monde. Son écho résonne encore dans chaque moment où l'Europe doit choisir entre l'unité et la division.